Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'introduction au système de transport appliqué au tourisme. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Introduction au système de transport appliqué au tourisme. Introduction à la classe. Quel est l'objectif du cours? Dans ce cours, vous découvrirez les aspects introductifs des systèmes de transport appliqués au tourisme. Objectifs généraux d'apprentissage. À la fin de ce cours, vous serez capable de mémoriser les concepts de transport. Identifier les 4 éléments pris en compte par l'entreprise fournissant le service touristique. Différencier les types de modes. Situation problématique. Bonjour, étudiants. Vous avez probablement déjà utilisé un moyen de transport routier pour vous déplacer, qu'il s'agisse d'une voiture particulière, d'un bus urbain ou d'un bus touristique. Le transport routier est présent dans nos vies depuis longtemps, contribuant à améliorer la qualité de vie des personnes et permettant des déplacements rapides et sûrs. Lorsque nous utilisons un autre moyen de transport, comme l'avion, nous devons utiliser le transport routier pour nous rendre à l'aéroport. Cette intégration entre deux modes que nous pouvons appeler multimodalité ou intermodalité. On le voit, les transports sont présents dans nos vies au quotidien. Vous souvenez-vous de notre agence de voyage? Cette entreprise est présente sur le marché depuis 10 ans et fait actuellement face à plusieurs problèmes tels que des baisses de revenus et des pertes de parts de marché au profit de concurrents, en plus de recevoir régulièrement des plaintes de ses clients. L'une de ces plaintes concerne le fait que le passager, à son arrivée dans une ville touristique, est confronté à de nombreux problèmes de déplacement interne, c'est-à-dire que chaque nouveau voyage vers la ville de destination constitue un inconvénient. Dans le cas de notre entreprise touristique, l'un des problèmes rencontrés concerne le déplacement des clients vers leur destination. Il n'est pas rare que des clients se perdent ou ne puissent pas accéder au circuit préalablement choisi. Le forfait de transport proposé convient-il aux clients? Comment minimiser les risques d'un service de transport inefficace et incomplet? Quels sont les points importants concernant le transport que l'entreprise doit prendre en compte lors de la planification d'un itinéraire? Votre mission à ce moment d'étude sera donc de proposer des alternatives pour résoudre les problèmes mis en évidence, en recherchant toujours le meilleur rapport coût-bénéfice. Cependant, pour que cela se produise, il est essentiel que vous connaissiez les concepts de système de transport, quels modes de transport sont utilisés dans le tourisme et qui le composent, ainsi que leur classification. D'autres définitions, comme la multimodalité et les opérations d'intermodalité appliquées au tourisme, vous aideront également à aider l'entreprise touristique. Le défi est lancé et vous le relèverez certainement avec beaucoup de succès. Mettez-vous au travail et vivez une excellente expérience d'apprentissage pour vous. Concept de transport. Selon Pallard, 2002, le transport est défini comme l'acte de transporter des personnes ou des marchandises d'un point d'origine à une destination ou d'une destination à son point d'origine. Le transport est directement lié à l'évolution humaine et est considéré comme un élément clé du développement économique et social d'une région donnée. Son importance pour le tourisme a gagné en importance à mesure que ce marché a évolué et a commencé à exiger encore plus de moyens permettant aux utilisateurs de se déplacer. À son tour, la loi No. 11 771 de septembre 2008 décrit le tourisme comme suit. Activités réalisées par des particuliers lors de voyages et de séjours dans des lieux différents de leur environnement habituel, pour une durée inférieure à un an, à des fins de loisirs, d'affaires ou autres et qui sont susceptibles de générer des mouvements économiques, le travail, l'emploi, les revenus et les recettes publiques, constituant un instrument de développement économique et social, de promotion de la diversité culturelle et de préservation de la biodiversité. Brésil, 2008. Dans ce contexte, quiconque a déjà eu besoin de se déplacer d'une origine à une destination donnée est en mesure de prouver l'importance des moyens de transport pour le tourisme et peut même affirmer que, sans moyens de transport, il serait également impossible de parler de activité touristique. Cependant, afin de mieux comprendre la relation entre transport et tourisme, il est également nécessaire de définir le concept de système de transport. Un système de transport est constitué d'un ensemble d'éléments qui interagissent les uns avec les autres de manière à répondre à la demande d'un voyage ou d'un forfait touristique spécifique afin que l'utilisateur ou le consommateur puisse bénéficier d'un niveau de service élevé en fonction de ses besoins, désirs et attentes satisfaites.
La TAR 2002, p9, comprend que les systèmes de transport touristique sont devenus des moyens stratégiques de développement, permettant l'intégration économique et sociale des différentes régions géographiques et participant de manière substantielle à la communication entre les personnes, facilitant ainsi la diffusion culturelle et le développement des biens et services. Par conséquent, en ce qui concerne le système de transport, il faut considérer qu'il ne se limite pas au simple déplacement d'un point A, origine, à un point B, destination principale. Ce système doit être efficace de manière à permettre aux passagers d'atteindre d'autres lieux, également appelés destinations secondaires ou tertiaires. La figure suivante montre un exemple de système de transport touristique. D'après la figure ci-dessus, il est possible de voir qu'un système de transport doit être structuré de manière à répondre à tous les besoins de transport d'un passager pendant son voyage, afin de lui permettre de se déplacer pleinement entre les lieux choisis par lui. À son tour, pour que le transport atteigne ses objectifs en matière d'activité logistique, il est essentiel que 4 éléments soient pris en compte par l'entreprise fournissant le service touristique. Découvrez ci-dessous. 4 éléments pris en compte par l'entreprise fournissant le service touristique. Les 4 éléments pris en compte par l'entreprise fournissant le service touristique sont la route, le véhicule, le moteur et le terminal. Chacun de ces éléments est expliqué ci-dessous. Itinéraire. Itinéraire. L'itinéraire fait référence à l'environnement dans lequel s'effectue le transport et peut être classé de 3 manières, les itinéraires naturels artificiellement améliorés et, enfin, les itinéraires artificiels. Les parcours naturels sont ainsi nommés car ils n'ont, à aucun moment, été modifiés par une quelconque action d'amélioration ou de restructuration. À titre d'exemple de ce type de route, on peut citer les routes aériennes, largement utilisées par le transport aérien, et les routes maritimes. Les voies artificiellement naturelles reçoivent ce nom parce qu'il s'agit de voies naturelles qui ont subi une certaine modification par rapport à leur état d'origine. Un exemple très courant de ces types de routes sont les rivières qui ont été draguées pour augmenter leur profondeur et permettre la navigation de plus gros navires, ou les routes qui existaient déjà et qui étaient pavées ou pavées. Enfin, les routes complètement artificielles sont celles qui ont été entièrement construites par l'action humaine, comme les voies ferrées ou les ports artificiels. En ce sens, il est important de souligner que l'option pour l'un ou l'autre type d'itinéraire influencera directement le choix du type de véhicule pour le déplacement, ainsi que le type de terminal à utiliser. Véhicule. Chaque type de véhicule, qu'il s'agisse d'un bus, d'une voiture, d'une camionnette, d'un bateau ou d'un avion, a été développé pour circuler sur des routes spécifiques. Cela signifie affirmer que, pour une entreprise fournissant des services touristiques, il est essentiel de considérer non seulement les itinéraires de transport, mais aussi si les véhicules nécessaires pour effectuer ce transport sont disponibles et capables de le faire. Réfléchissez. Avez-vous déjà imaginé louer un forfait voyage en mer et en montant à bord, vous tombez sur un petit bateau, à la structure fragile et sans équipement de sécurité de base? Quelle est la fiabilité de ce type de véhicule par rapport à l'itinéraire choisi? Force motrice, également appelée force motrice ou élément de propulsion, la force motrice peut être conceptualisée comme tout facteur pouvant transmettre une impulsion ou un mouvement à un véhicule donné. Mais ce concept peut être beaucoup plus large si l'on considère le fait que la force motrice est directement liée à la capacité du véhicule à atteindre un emplacement, à la vitesse à laquelle le véhicule se développe et à la capacité de passagers qu'il peut transporter. On peut donc dire que la force motrice est un élément fondamental dans le choix du type de transport pour un voyage ou une activité touristique. Un exemple en est le fait que le passager choisit de voyager par avion. C'est un fait que ce client souhaite gagner du temps lors de ses déplacements, car ce moyen de transport est celui qui a la plus grande capacité en termes de vitesse parmi les autres modes. Terminal, cet élément est constitué des points d'embarquement, de transfert ou de transfert des passagers. Il est important de souligner que chaque moyen de transport doit disposer de ses propres terminaux. Pour le transport routier, les terminaux les plus courants sont les gares routières. Dans le cas du transport aérien, des aéroports. À son tour, le mode ferroviaire utilise les gares ferroviaires et, enfin, le mode fluvial a comme terminaux des ports ou tout autre endroit permettant d'embarquer sur ce type de transport. Dans ce contexte, il appartient aux prestataires touristiques de définir les bornes les plus appropriées et nécessaires pour l'ensemble du voyage, puisqu'un passager peut être amené à utiliser plusieurs bornes tout au long de son voyage. Exemplaire.
Pour illustrer l'importance de définir au préalable les terminaux qui seront utilisés lors d'un circuit, nous pouvons imaginer un passager voyageant vers le nord-est qui quittera Londrina, PR, en bus, se rendra à Sao Paulo, où il embarquera sur un vol vers sa destination. On voit que seulement à la sortie, 2 terminaux seront utilisés, à savoir la gare routière et l'aéroport. Par conséquent, pour que les attentes de ce client ne soient pas déçues, il est important que l'entreprise qui fournit le service soit attentive à ces questions afin de créer des stratégies de voyage qui facilitent le déplacement entre ces terminaux. Une de ces stratégies, par exemple, pourrait être la mise à disposition de fourgonnettes qui attendent déjà le passager à la gare routière pour un transfert immédiat à l'aéroport, réduisant ainsi le risque que ce client se perde et rate son vol, une situation qui, si cela se produit, cela entraînera plusieurs inconvénients tant pour le client que pour l'entreprise. De cette façon, il est possible de considérer l'importance du transport et comment une prise en compte et une planification efficace de ces éléments sont essentiels pour que les consommateurs d'activités à caractère touristique puissent voir la valeur des opérations, ainsi que conclure que leurs objectifs par rapport à ce transport sont essentiels. Voyages ont été atteints. Si nous examinons la littérature traitant des modes de transport, nous trouverons 5 modes: route, air, voie navigable, rail et pipeline. Cependant, lorsque l'on analyse le scénario lié à la fourniture de services ou de produits touristiques, le mode pipeline ne s'applique pas, puisque ce type de transport est uniquement destiné au mouvement de marchandises et de produits tels que le pétrole et ses dérivés, les minerais et le gaz. C'est la décision du client, car il faut considérer que dans de nombreuses situations, le voyage et le temps passé à voyager sont l'un des attraits qui convainquent les passagers de choisir un forfait de voyage particulier. C'est ce qui se passe par exemple lors de croisières touristiques ou de voyages en train. Andrade, 1994, prévient que les systèmes de transport ne sont pas conçus pour se concurrencer, mais pour se compléter. L'optimisation des coûts passe par l'utilisation intégrée des modes, en profitant des avantages offerts par chaque mode. Modo. Les modes de transport appliqués au tourisme sont classés de 3 manières distinctes: les modes terrestres, les modes fluviaux et les modes aériens. Le mode terrestre est composé des modes routiers, c'est-à-dire que les opérations de transport s'effectuent sur tout type de route, étatique, fédérale, locale ou marginale, pavée ou non, et du mode ferroviaire, dans lequel le déplacement d'un point à un autre s'effectue via l'utilisation des chemins de fer. Sont considérées comme routes ou routes locales celles qui sont chargées de relier 2 localités voisines, mais avec des points d'origine et de destination bien définis. Il peut s'agir des rues d'une ville, pavées ou non, de chemins de terre ou de tout autre type de route secondaire. À leur tour, les routes marginales ou routes sont celles qui, comme le fait référence la terminologie elle-même, bordent une autoroute fédérale ou nationale, mais ont été créées dans le but de faciliter l'accès au périmètre urbain et, de cette manière, de réduire les opérations d'entrée et de sortie directement de l'autoroute vers l'intérieur d'une ville ou vice-versa. Il est important de souligner que si les routes nationales sont entretenues par le gouvernement de l'État et les routes fédérales par le gouvernement fédéral, les routes marginales relèvent de la responsabilité du gouvernement municipal, tant en termes de construction que d'entretien. Le mode fluvial comprend le mode maritime international, dans lequel le voyage s'effectue en haute mer et le passager franchit la frontière du pays. Il existe également le mode de cabotage maritime, dans lequel le voyage s'effectue également par voie maritime, mais uniquement sur la côte maritime du pays. Ainsi, si un passager embarque au port de Paranagua, situé au sud du Brésil, pour un voyage vers le nord-est, il est précisé que le mode de cabotage maritime a été utilisé lors de ce voyage. Toutefois, le mode fluvial comprend encore 2 autres types de modes. Le mode fluvial, dans lequel les rivières sont utilisées comme voie de déplacement des passagers, et le mode lacustre, qui s'effectue dans des lacs, artificiels ou naturels. Enfin, le mode aérien est celui dans lequel le transport de passagers s'effectue via des voies aériennes, comme c'est le cas pour les avions et les hélicoptères. Cependant, si l'on prend comme exemple un circuit dont l'objectif est de voler en deltaplane ou en parapente, par exemple, il est également correct de dire qu'à ce moment-là, le mode aérien a été utilisé. En matière de tourisme, il est assez complexe de définir le meilleur moyen de transport à proposer aux consommateurs de ce type de service, puisque le client choisira celui qui lui convient le mieux ou qui répond à ses attentes par rapport au service souscrit. Au Brésil, par rapport à la matrice du transport de passagers, le transport routier a le plus grand champ d'application en raison de son faible coût par rapport au mode de transport aérien et maritime, également en raison d'un temps de trajet plus court par rapport au mode ferroviaire.
Enfin, même si les activités touristiques incluent plusieurs facteurs tels que les chaînes hôtelières, les restaurants, les entreprises spécialisées dans les activités récréatives et de divertissement, le transport constitue un élément stratégique pour permettre aux passagers de se rendre à ces lieux. Dans ce contexte, il est également nécessaire de considérer que l'activité de transport relie non seulement les consommateurs de leur origine à leur destination et vice-versa, mais qu'elle revêt également une importance fondamentale pour qu'ils puissent se déplacer en interne entre les activités et les circuits, entre autres actions et situations, qui rendent les services de taxi, de location de camionnettes ou de transport basés sur des applications très demandées. Opérations de transport. Les opérations de transport peuvent être définies comme simples, dans lesquelles un seul type de mode est utilisé, multimodal et intermodal, lorsque plusieurs types de modes sont utilisés. Pallard, 2002, affirme que l'intégration des différents modes facilite le déplacement des touristes entre la ville d'origine et la destination du voyage. Par multimodalité, on entend que le passager ou l'usager utilisera, tout au long de ce type de service dû à l'augmentation de l'offre et, également, de la flexibilité des moyens de paiement. Cependant, il est nécessaire de considérer qu'une organisation dédiée à fournir ce type de service doit prêter attention à une série de facteurs qui peuvent déterminer son succès ou son échec sur son marché de consommation, tels que les considérations sur les éléments qui composent sa chaîne d'approvisionnement, le niveau d'excellence de ses fournisseurs, ainsi que l'identification claire des opérations qui ajoutent effectivement ou non de la valeur à ses clients. Ainsi, dans cette unité, vous connaîtrez et comprendrez les aspects et l'importance de la gestion des éléments de la chaîne d'approvisionnement, les modalités et la composition des dépenses liées au système de transport de passagers, ainsi que le concept d'intermodalité et de multimodalité. De cette façon, vous pourrez comprendre quels sont les éléments à gérer dans une chaîne d'approvisionnement et l'importance de gérer les fournisseurs qui la composent, ainsi que connaître les modes utilisés dans le système de transport appliqué au tourisme et pouvoir également pour mesurer les dépenses engagées à la suite de ces activités. Dans ce contexte, nous travaillerons avec une entreprise qui fournit des services touristiques pour les classes C et D, qui est présente sur le marché depuis 10 ans et, après une période de forte croissance et de bons bénéfices, montre une baisse de revenus, une perte de part de marché à ses concurrents et face à de nombreuses plaintes de ses clients, tant en ce qui concerne les moyens de transport proposés par l'entreprise que les délais et les aménagements en désaccord avec ce qui a été promis, et même la manière dont les employés de l'entreprise sont servis a fait l'objet de plaintes de la part des utilisateurs. Cette entreprise a donc choisi de vous embaucher en tant que directeur des opérations, afin que cette situation puisse être inversée avant que de telles perturbations ne compromettent de manière irréversible sa survie sur le marché. Ainsi, tout au long de cette unité, vous serez initié à la gestion de la chaîne d'approvisionnement et réaliserez l'importance d'une gestion correcte des fournisseurs pour le succès de l'entreprise. Aussi, à quoi devrait ressembler le comportement de tous les agents qui composent les chaînes d'approvisionnement et comment définir les actions et les activités qui génèrent efficacement de la valeur du point de vue du consommateur, c'est-à-dire de la chaîne de valeur. Ce contenu vous aidera dans cette mission et vous aidera à prendre les décisions les plus correctes, afin que l'entreprise touristique contextualisée retrouve sa compétitivité et sa place sur le marché. Préparé? Bonnes études. Introduction à la classe. Quel est l'objectif du cours? Dans ce cours, vous découvrirez les éléments qui composent une chaîne d'approvisionnement. Objectifs généraux d'apprentissage. À la fin de ce cours, vous serez capable de identifier les 4 R et leur application dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Expliquer l'importance du comportement et des partenariats dans la chaîne d'approvisionnement. Clarifier la chaîne de valeur des services touristiques. Situation problématique. Avez-vous déjà imaginé toutes les compagnies derrière cette tournée que vous avez organisée avec votre famille? De toutes les actions qui ont été nécessaires pour mettre un bus, une camionnette ou un avion à disposition de vous et des autres passagers. Il est très probable que vous n'y ayez pas pensé, n'est-ce pas? Sachez que pour qu'une simple collation soit servie à un arrêt, il existe une série d'organisations distinctes, mais interdépendantes, qui doivent agir pour que cela se produise. Ainsi, pour comprendre l'ensemble de ce réseau d'activités, dans cette section, vous étudierez quelques concepts et fondamentaux essentiels pour travailler dans des entreprises dédiées à la fourniture de services touristiques. En fait, lors de cette première réunion, vous aurez une définition claire de ce que la chaîne d'approvisionnement est appliquée à ce type de service, quels éléments la composent et l'importance des fournisseurs pour qu'elle puisse démontrer de la valeur à ses consommateurs d'une manière que les attentes sont pleinement satisfaites. Revenons donc à l'entreprise qui fournit des services touristiques, spécialisés dans les forfaits touristiques destinés aux classes C et D.
cette entreprise a été confrontée à plusieurs problèmes, tels que la perte de revenus et de rentabilité qui en résulte, la perte de parts de marché au profit de ses concurrents et plusieurs plaintes de ses clients. Pour résoudre cette situation, elle l'a embauchée comme directrice des opérations en raison de sa vaste expérience dans le marché des services touristiques. Sa première décision a été de demander une cartographie de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, afin de pouvoir identifier quels agents composent la chaîne et à quel moment surviennent les problèmes qui entraînent des désagréments pour les clients. Quelle est la raison de tant d'insatisfaction des clients? Comment pouvez-vous identifier les problèmes de cette entreprise afin de ne pas perdre davantage de revenus et de parts de marché au profit de vos concurrents? Pour ce faire, vous devez réaliser un diagnostic, cartographier les agents qui composent la chaîne et identifier les points possibles de défaillance. Maintenant, c'est entre vos mains. Bonne chance! Les 4 R. Commençons nos études par découvrir les 4 R et leur application dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Dans le scénario de marché actuel, il est possible de dire qu'une organisation n'est plus en concurrence avec une autre organisation. La concurrence s'exerce désormais entre les chaînes d'approvisionnement. L'entreprise qui gère le mieux tous les éléments de sa chaîne d'approvisionnement, de manière systémique et holistique, dispose déjà d'un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Mais qu'est-ce qu'une supply chain? Selon Chopra et Mindel, 2011, une chaîne d'approvisionnement comprend toutes les parties impliquées, directement ou indirectement, dans l'exécution de la commande d'un client. Cela revient à affirmer qu'outre les fabricants et les fournisseurs, une chaîne d'approvisionnement n'est pas seulement composée du fabricant d'un produit ou du fournisseur d'un service mais aussi des fournisseurs de matières premières et d'autres intrants, des transporteurs, qu'ils soient routiers, fluviaux, ou les cheminots et les clients. Par conséquent, tous ces éléments intégrés doivent être gérés avec soin afin que l'ensemble de la chaîne puisse atteindre ses objectifs en matière d'excellence, de valeur et de pleine satisfaction des consommateurs. Cependant, il est important de souligner que la gestion seule de ces éléments peut ne pas suffire à une entreprise de service pour atteindre ses objectifs. L'intangibilité, l'une des principales caractéristiques du service, nécessite que d'autres facteurs soient également pris en compte. C'est ce qu'on appelle les 4 R. Réactivité. Dans le marché actuel, une grande capacité à répondre aux demandes des clients en termes de délai, de qualité et de niveau de service est un facteur crucial. Cela signifie affirmer que de plus en plus de fournisseurs de produits ou de services doivent développer des moyens pour réduire les délais de service et satisfaire les désirs des clients. Fiabilité. L'incertitude constante démontrée par la demande peut avoir pour conséquence que les organisations présentent également des incertitudes et des variations dans leur processus, qu'ils soient internes ou externes. Ainsi, une entreprise de service, même face aux variations de la demande, doit être capable de son voyage ou itinéraire touristique, plus d'un mode de transport. Afin de clarifier les opérations qualifiées de multimodales, on peut considérer qu'un passager se rendra d'un point A à un point B en bus. Du point B au point C, le voyage se fera par voie aérienne, c'est-à-dire en avion, et une fois arrivé à destination, ce consommateur prendra un bateau pour voyager en interne et visiter les plages locales. Dans ce contexte, il est exact de dire que le passager a voyagé selon 3 modes différents. Au début, il a utilisé le mode routier, plus tard, le mode aérien et, enfin, le mode fluvial. Cependant, le fait que différents modes soient utilisés lors d'un déplacement n'est pas la seule caractéristique de la multimodalité. Les activités multimodales ne peuvent être envisagées que si la documentation, par exemple le contrat de location ou les documents de réservation, est unique pour l'ensemble du voyage. Par conséquent, une opération multimodale de services touristiques nécessite que l'entreprise fournissant ces services soit responsable de fournir tous les documents nécessaires et de les transformer en un seul contrat qui sera convenu entre l'entreprise et le client final, quel que soit le nombre de contrats existants entre l'entreprise et ses partenaires de transport. Par conséquent, si l'opérateur de voyage propose des forfaits qui nécessitent différents moyens de transport pour le voyage, tous les efforts pour les intégrer efficacement seront de la responsabilité de l'entreprise fournissant le service, le client étant responsable de la signature d'un document unique tel que le contrat de voyage. Acheter le forfait de voyage. Les opérations d'intermodalité, ainsi que la multimodalité, se caractérisent également par l'utilisation de plus d'un mode pour déplacer un passager d'un point à un autre. Mais alors, qu'est-ce qui différencie l'intermodalité de la multimodalité? Le fait qu'en intermodalité, le client est responsable de l'organisation du moyen de transport, étant responsable de s'appuyer sur les opérateurs du moyen de transport choisi pour son voyage.
Les opérations d'intermodalité sont plus utilisées par les touristes qui n'ont pas de destination préfixée, c'est-à-dire que leurs itinéraires et lieux de destination peuvent être modifiés tout au long du voyage en fonction de leurs envies. De cette manière, l'utilisateur choisit de décider du moyen de transport qu'il utilisera à un moment donné, ce qui peut être considéré comme l'un des plus grands avantages de l'intermodalité. Cependant, il est important de considérer également les inconvénients de cette option. Parmi eux, il y a le fait qu'un passager qui ne voyage généralement pas de manière répétée et, par conséquent, ignore les procédures nécessaires pour louer un moyen de transport ou comment se comporter en cas de manque d'escale dans un aéroport, par exemple. C'est un fait que cette incapacité à faire face à certaines situations pendant le voyage peut vous causer beaucoup d'inconfort, avec le réel potentiel de frustrer toutes vos attentes concernant le voyage. De cette manière, il est possible de voir à quel point les opérations ou la fourniture de services et de produits touristiques deviennent complexes, car divers éléments tels que les moyens de transport et leurs modes respectifs, ainsi que les éléments qui composent un système de transport, doivent être gérés efficacement. Afin que, interconnectés, ils répondent pleinement aux attentes d'un nombre croissant de consommateurs de services et de produits touristiques. Conclusion. Le moment est maintenant venu d'aider l'entreprise touristique à résoudre un problème qui a causé beaucoup de stress. Vos clients, dès leur arrivée dans la ville de destination, se retrouvent perdus lorsqu'ils souhaitent passer d'un circuit à l'autre. Comment faire en sorte que l'expérience offerte aux clients soit inoubliable d'un point de vue positif? Quelles sont les préoccupations de l'entreprise touristique concernant le service à fournir? Quelles actions devez-vous, en tant que manager responsable, entreprendre pour éviter d'éventuels problèmes? Pour que l'entreprise puisse résoudre cette situation, elle doit comprendre que le système de transport mis à disposition de ses clients ne doit pas viser à transporter de l'origine à la destination et vice-versa. Le système de transport doit être complet de manière à faciliter également les déplacements internes, c'est-à-dire les déplacements vers des destinations tertiaires, quaternaires, etc. Il faut considérer que, dans de nombreuses situations, le client voyage pour la première fois et n'a pas les connaissances ou les compétences nécessaires pour effectuer ces démarches. Ainsi, pour commencer à améliorer la situation de l'entreprise et répondre aux attentes de ses clients, nous pouvons élaborer un plan avec les actions suivantes. Développer des partenariats avec des prestataires de services complémentaires dont l'objectif est d'assurer le transport des clients entre les destinations choisies. Par prestataires de services complémentaires, nous pouvons comprendre les entreprises qui louent des camionnettes, des minibus, des compagnies de taxi ou de transport grâce à des applications qui peuvent être disponibles en cas de besoin. Lors du développement de nouveaux itinéraires, l'entreprise doit prêter attention au transport en général, en se souciant de la manière dont les clients atteindront leur destination primaire, secondaire et tertiaire. À titre d'exemple, pensons à un itinéraire touristique partant de Sao Paulo à Maceió. La première question à laquelle il faudra répondre est de savoir comment s'effectuera le transfert entre Sao Paulo et Maceió. Dans ce cas, le transport aérien sera utilisé entre les deux villes. À partir de ce moment, la préoccupation se pose de savoir comment les passagers vont-ils parvenir à l'aéroport de départ, destination principale? Dans notre exemple, ce sera via des camionnettes, des bus ou des voitures, selon le nombre de personnes ayant acheté le forfait. Prêt. Nous sommes arrivés à Maceió, destination secondaire. C'est désormais à l'entreprise de s'occuper du déplacement de ses clients pour les circuits dans la région. Ces destinations sont appelées destinations tertiaires. Dans l'itinéraire choisi, il existe plusieurs options, comme une visite à la plage de Gunga, dans la région sud de Maceió, ou une promenade en catamaran à Maragogi, au nord de Maceió. Pour ces itinéraires, il faudra utiliser le transport routier pour transporter les clients, et dans le cas de Maragogi, nous utiliserons toujours le transport fluvial, avec l'utilisation d'un bateau pour le tour. Vous pouvez voir l'importance du choix du transport et la manière dont nous pouvons utiliser efficacement les modes de transport, aérien, terrestre et maritime, apportant ainsi du profit à l'entreprise et la pleine satisfaction du client. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Introduction au système de transport appliqué au tourisme vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.